Donc on se retrouve pour clore notre matinée. Nous allons donner la parole à notre troisième et dernier conférencier, donc Michel Noguès, docteur en géographie de la santé et ancien directeur délégué de la CARSAT Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire la Caisse de l'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon. Vous êtes également à l'origine de la création de l'Institut régional du vieillissement à Montpellier en 2014 et vous participez au projet européen Sunfry. Président du comité novateur d'experts des risques de fragilité des seniors, vous êtes reconnu comme expert opérationnel des risques de fragilité des seniors et de la prévention en santé sociale. Mais aussi, vous intervenez en tant qu'enseignant conférencier en économie de la santé et gestion hospitalière à l'Université de Montpellier. Et enfin, vous collaborez activement à la plateforme CEPS avec Grégory Nino ici présent. Voilà, c'est une belle présentation bien remplie. Monsieur Noguès, la parole est à vous. Merci beaucoup de cette longue présentation. Ravi d'être auprès de vous et puis effectivement avec Grégory, puisque nous avons beaucoup de projets à l'heure actuelle et nous espérons les concrétiser et qui ont un lien très, très direct avec notre sujet. Tout à l'heure, vous me posiez la question de dire oui, pourquoi je suis venu. En gros, pourquoi je suis venu. Alors, il faut que je vous dise toute la réalité. J'étais un petit peu dubitatif. Pourquoi? Parce qu'en ancien responsable de l'assurance maladie, c'est souvent que j'ai passé ma carrière où on m'interrogeait pour avoir des sous, tout simplement, pour faire des financements, pour autoriser telle ou telle activité. Et donc, me retrouver une nouvelle fois face à cette question, j'étais un petit peu dubitatif parce que c'est compliqué, hein. On a toujours l'impression d'avoir un État-providence, une sécurité sociale omniprésente qui va tout payer, que tout va s'arranger. Et en fait, c'est comme ça que ça se résume. Pourquoi pas et pourquoi on ne paye pas? Et pourquoi on ne prend pas en charge? Mais on le voit encore en plus aujourd'hui avec la crise sanitaire. Et puis, après avoir réfléchi et travaillé avec Grégory Nino, il m'a mis le doigt là sur qu'il y avait peut-être d'autres façons. Et c'est pas binaire, quoi. Dans notre pays, c'est pas binaire. Il n'y a pas, quand on parle de santé, on n'est pas sur un financement je prends pas en tant que sécurité sociale ou en tant que collectivité territoriale, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Et ces réflexions qui s'inscrivent aujourd'hui pleinement dans une évolution de notre société. Merci à cette occasion à Grégory là, qu'on a pu mettre l'accent sur les modèles économiques. Et donc, j'allais vous faire tout simplement cette présentation sur les modèles économiques. On a eu un grand succès, c'est très vu sur YouTube. Bon, c'est parfait, on a bien parlé, mais je me suis dit non, peut-être pas ce que les étudiants, nos internautes attendent, et peut-être il y a une autre façon d'en parler, de parler des financements. Donc, je vais effectivement quand même vous parler de ces différents modèles économiques, mais je renvoie bien sûr tout notre auditoire de toute façon à CICEPS TV, je renvoie donc sur les différents sites que vous trouverez facilement, pour lequel nous avons fait avec Mme Fontenelle, nous avons fait un enregistrement assez complet sur les différentes possibilités de financement des INM, interventions non médicamenteuses. Est-ce que les activités physiques adaptées sont effectivement des INM? Oui, bien entendu, bien entendu. Le champ est large. Et quand on parle de financement, ça devient un petit peu donc, complexe sur le fond. Alors, quand on veut faire, non pas l'histoire, mais quand on veut essayer de voir à quoi correspond un financement, et puis on parle puis tout le monde se raccroche au bon santé, je sais bien que c'est la définition habituelle, OMS, machin, l'état de... Mais tout le monde là, tout à l'heure on parlait maison de santé, maison sport et santé, maison de santé pluriprofessionnelle, mais on va s'y perdre, vraiment. Monsieur Nino rêve bien sûr de sa maison des INM, des interventions non médicamenteuses. Donc je pense que si à un moment donné, il va falloir se donner une certaine lisibilité sur tous ces sujets pour que, effectivement, les financements puissent être aussi clairs et limpides.
revenons sur les principes de base. Le principe de base, c'est qu'un financement, il y a un service où il y a quelque chose qui est fait à un moment donné, qui est bien déterminé, et à ce moment-là, il y a un financement. C'est le financement de base. Après le troc, après différentes modalités, c'est quand même le financement de base. Après, on a évolué dans le temps. Les financements sont devenus sur des prestations beaucoup plus complexes, sur des services rendus, effectivement. Quant à l'assurance maladie, elle a bien démarré sur ce principe. C'est-à-dire, surtout à partir de 1945, quand on a commencé de dire État-providence, sécurité sociale, etc., on a dit il faut une action bien définie, à un moment donné ça commence, à un moment donné ça finit, et à ce moment-là je paye, assurance maladie, parce que je sais ce que je paye. Vous ne cherchez pas trop à savoir utilité, efficience, qualité, si quand même un peu, mais on payait. Donc on payait des actes bien précis, bien définis. Et puis, pendant de nombreuses années, la situation des 30 Glorieuses, etc., faisait que, on avait l'argent, il était facile, on parlait de prix de journée, on parlait, etc., et de nomenclature, j'y reviendrai, des actes professionnels. Et puis, il faut arriver en 1996, où à ce moment-là, avec les ordonnances de 1996, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres solutions. Et ces autres solutions, c'est quoi ? C'est la solution d'un financement globalisé. Alors, je ne parle pas là de l'hôpital, ce n'est pas notre sujet, mais de financement globalisé autour de la santé, c'est-à-dire de forfaits qui pourraient s'appliquer par rapport à une pathologie donnée ou par un suivi. Et on ne disait pas le mot parcours, on parlait de filières de soins, etc. Il ne faut pas oublier que dans le temps, quand un médecin renvoyait un spécialiste ou une activité de sport, etc., et puis que la seconde personne se faisait payer, c'était réprimé par la législation. On ne pouvait pas en parler de dichotomie, qu'on payait deux fois, etc. C'était interdit. Donc il faut comprendre qu'il y a eu une évolution, et c'est pour ça aussi qu'il y a des réticences aujourd'hui. Parce que d'avoir des financements globalisés, ça veut dire que il y en a un qui est à l'entrée, qui va ensuite demander au deuxième de faire une action, etc. Et puis on paye globalement. Mais effectivement, il y a un circuit qui est induit en matière de financement. Et ce n'est pas si simple que ça. Donc je ne veux pas faire long sur l'historique, mais en 1996, on a eu peur. On a eu peur face à ce mode de financement globalisé. On s'est dit, est-ce qu'il y aura un pilote dans l'avion ? Non, il n'y a pas. On ne sait pas où il est. Alors après, les pathologies, parcours, etc. Et on est aujourd'hui sur ces notions. Si j'évoque tout ça, c'est pour faire percevoir les difficultés, pour mieux ensuite qu'on puisse chacun de nous évoluer pour promouvoir nos domaines, que ce soit en matière d'INM, activité bien sûr physique adaptée, etc. C'est ça le principe. Il faut penser qu'au niveau de l'État-providence, il y a ces réticences quand il y a un parcours financier qui est induit entre des personnes. Donc il va y avoir un forfait, si vous voulez, une somme que l'un va devoir à l'autre. Et c'est pour ça que bien souvent ça bloque. Alors que, on sait très bien que sur le terrain, ce n'est pas tout à fait cela. Voilà quand même ce préalable que je voulais avoir pour bien comprendre qu'on ne peut pas aller vers une reconnaissance pleine entière, parce que c'est une telle porte ouverte, là je parle en ancienne d'assurance maladie, c'est une telle porte ouverte qu'à un moment donné, il faut faire des choix, des bons choix, etc. Et donc c'est l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et je ne peux que m'en féliciter aussi, c'est-à-dire au niveau des activités physiques, au niveau de l'ensemble des interventions INM, c'est ce que l'on souhaite faire, c'est de faire une démonstration basée sur les aspects scientifiques, les aspects qualité, utilité, etc., pour montrer que l'action, effectivement, est bonne. Voilà, ce préalable fait, il est quand même important, c'est que l'État-providence ne veut pas aller partout. Il faut que chacun de nous on sache bien les contraintes qui sont derrière. Il faut savoir se donner les bonnes limites. Et puis ensuite, on pourra peut-être construire un devenir de maison de santé au sens large, si vous voulez.
Mais vous comprenez bien qu'au niveau de pouvoir public, c'est extrêmement complexe parce que ce sont un univers où on peut retrouver beaucoup d'activités. Alors bon, on a cité des expériences, il y a des expériences dans le monde entier qui sont excellentes. Hein, donc vous avez, au Canada, je vais revenir toujours au Canada, mais vous avez les CLC, donc les centres locaux de santé et de services sociaux. Alors oui, il y a toujours santé sociale qui est associée, qui ont des financements qui sont effectivement de l'État, là-bas c'est l'État provincial, c'est province, et qui permettent d'avoir des activités, y compris des activités physiques, qui sont financées dans ce cadre. Mais il y a d'autres domaines. Voilà, donc ce préalable étant fait, je vais revenir de façon un petit peu plus classique pour vous montrer où, effectivement, quels peuvent être les domaines et quels peuvent être les modèles économiques. Mais je voudrais aller aussi de suite à la conclusion, de peur de l'oublier. Il faut effectivement avoir des modèles économiques qui soient parfaitement cernés, endurés, en intensité, etc. Et c'est là où, quelquefois, on a des difficultés, parce que, alors, il y a un point de départ, oui, la personne va avoir toujours besoin, non, etc. Comment voulez-vous que, de l'autre côté, les financeurs puissent accepter, en fait, une ouverture de crédit qui soit à long terme comme ça? Et je pense que, alors c'est contradictoire avec les maladies chroniques, avec le vieillissement d'une façon générale, avec des notions de handicap. Oui, je sais. Mais il faut aussi percevoir que le financeur, lui, ne peut que s'engager dans le temps et dans l'intensité. Et c'est pour ça qu'il y a des niveaux d'incompréhension. Voilà, si on peut envoyer le diapo, je pense qu'il y est. Donc, ce préalable étant fait, on va faire, donc, bien entendu, dans la classification des interventions donc, non médicamenteuses, les activités physiques adaptées ont une place bien déterminée, bien claire, bien reconnue. Et donc, voilà. Une notion qui se rapproche de mon introduction, c'est-à-dire qu'on se doit d'avoir une approche qui est quand même relativement globale de la personne. C'est-à-dire que si on n'a pas cette acception de la personne dans son identité, c'est-à-dire elle-même, son voisinage, l'ensemble de ce qu'on appelle les déterminants de santé, parce que c'est excessivement important, on peut difficilement, je dirais, construire un modèle économique, parce que chacun de nous, on dépend effectivement de notre univers dans lequel nous vivons. Et tout modèle économique doit reposer sur une appréciation de ces déterminants de santé. Et donc, cela, on le retrouvera au niveau des déterminants de santé dans les déterminants de l'INM, effectivement, et de la population qui se trouve concernée. Voilà, donc, ces domaines de la vie sociétale, les populations cibles, j'avance rapidement. Hein. Quand on a engagé notre réflexion avec Grégory et Laurent Sentinelle, et puis l'ensemble du groupe de la plateforme CEPS, on a repéré 9 modes de financement possibles. Et donc, je suis bien sur le sujet aussi de l'activité physique adaptée, parce que c'est, je dirais même par excellence, une des premières étapes des INM qui a été parfaitement reconnue avec les aspects plus, je dirais, psychologiques, etc., dans l'histoire. Hein. Donc, 9 domaines de financement, et puis un 10e, bien sûr, le reste à charge. C'est important, ça, le reste à charge. Parce que le reste à charge, il induit effectivement la façon dont la personne va rentrer dans un parcours, dans le suivi, effectivement, de CINM. Donc, sur l'assurance maladie, j'en ai parlé. L'assurance maladie, elle se base il y a 3 notions de base qu'il faut retenir quand on parle d'assurance maladie. La nomenclature. La nomenclature des professionnels, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La nomenclature des actes professionnels, c'est on répertorie tous les actes, on les code et on donne un tarif. Ça va de la consultation auprès d'un médecin, ça va jusqu'à donc les actes bien sûr de kinésithérapie, d'infirmière, etc.
au départ, comme je disais tout à l'heure, non nomenclaturé, point de salut, pas de financement. Et c'est ça le problème. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut aussi penser à chercher, selon les modèles de la nomenclature, à rechercher les voies possibles de financement, parce que, effectivement, cette nomenclature, elle peut évoluer, et puis on pourra admettre, avec la première étape qui a été faite, avec la reconnaissance de la prescription pour les activités physiques adaptées. Voilà pour l'assurance maladie. Ça, c'est le 1. C'est le premier mode de financement. Le deuxième mode de financement, ce sont les forfaits. Alors, de plus en plus, et de façon plus récente, donc l'assurance maladie finance, au travers, bien sûr, des collectivités, des responsables ARS, etc., qui ont le pouvoir décisionnel dans ce domaine. Donc, on va financer donc, des étapes. On parle de séquences, on parle de différentes terminologies, de parcours. Et c'est là où, effectivement, on va retrouver les INM et donc les activités physiques adaptées. Donc, on rentre dans une séquence. Cette séquence elle-même, séquence de soins, séquence de santé, qui peut même aller de façon plus large dans un parcours, et c'est cette séquence qui va faire l'objet d'une tarification. Donc l'assurance maladie l'admet, et elle le prend en compte aussi dans le cadre de ce qu'on appelle l'article 51. Il faut bien le connaître, parce que celui-là, c'est vous vous adressez, je suis dans la recette, là. Vous vous adressez à vos autorités, vous dites « Ah, article 51 ». Ah, vous dites « Oui, bien sûr, on vous écoute ». Article 51, on vous écoute, c'est ça. Article 51, c'est donc dans la loi de modernisation du système de santé, d'Aliès Buzyn, donc il y avait effectivement prévu de financement à discrétion, entre guillemets, donc des ARS pour permettre des expérimentations en ce domaine. Voilà. Donc ça a été le point de départ de ces modèles. Je vais aller vite sur le reste. Donc les complémentaires de santé. Complémentaires de santé, il faut bien penser que dans notre pays, ce sont des complémentaires de santé financières. C'est-à-dire, quand l'assurance maladie donne le premier centime, eh bien, à ce moment-là, la complémentaire santé donne le second centime. Mais ce n'est pas alors ce qu'elle souhaiterait. De plus en plus, elle souhaiterait aller vers des prises en charge spécifiques qui, effectivement, valorisent parfaitement leurs actions, des complémentaires de santé. Et c'est, à mon sens, une des voies principales vers lesquelles on devrait regarder, se tourner, etc., essayer de sensibiliser pour demain obtenir des financements pérennes pour maisons, sport santé, etc. Voilà, donc j'irai très vite parce que je crois que je ne suis pas loin de mon temps, ça va. Je vais aller très vite sur le reste. Vous aurez l'occasion, encore une fois, aller sur ICEP TV, vous verrez la présentation complète. Il y a les financements participatifs, on a deux possibilités en matière d'innovation. Je voudrais aller sur 2 points pour terminer, c'est sur la fiscalité. Il ne faut pas oublier que la fiscalité, aujourd'hui, elle s'intéresse à ces situations-là. Après s'être dégagée des niches, elle vient effectivement sur des possibilités d'aider dans des situations particulières. Et au Canada, par exemple, tout ce qui tourne autour du vieillissement, une activité physique adaptée, ben vous allez la faire à l'endroit, à la maison des sports canadiennes, etc. Et on vous donne une facture, vous le gardez dans vos papiers, et quand vous faites votre déclaration d'impôt, en fin d'année, vous le déduisez. Voilà comment ça se passe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est une solution qui, pour les pouvoirs publics, pour les institutions publiques, fait que, écoutez, je vais dire les choses tout simplement, ça évite de l'administratif, de l'intendance, etc. C'est beaucoup plus facile à gérer au travers de la fiscalité. Data santé là, et alors les collectivités territoriales, ça vous le savez, j'oserais pas dire, j'espère qu'on ne m'écoute pas trop, mais tant pis, je veux dire, il y a beaucoup d'argent au niveau des collectivités territoriales pour financer des actions en direction de populations, mais de populations bien définies, populations ciblées, et notamment personnes âgées et personnes handicapées.
les collectivités territoriales ont des possibilités de financement, les régions en liaison avec l'Europe et les départements, vous le savez, et il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, petite remarque, il y a quelques jours, donc la CFPPA de l'Hérault a relancé un appel à projet parce que, il ne faut pas le dire, il restait de l'argent. Voilà, donc le bénévolat a suscité, c'est évident, mais le reste à charge, donc pour terminer, le reste à charge, ben effectivement, il faudra y travailler parce que ce ne sont pas, dans la mesure où on aura des architectures, et vous l'évoquiez tout à l'heure, de type maison de santé, etc., ben peut-être qu'à ce moment-là, le public aura un investissement peut-être qui lui permettra de prendre des dispositions. Regardez, moi je vois simplement autour de moi des personnes âgées, on peut dire tout simplement, retraitées, hein, qui ont des coachs et qui ont des revenus modestes. Ils vont chercher, alors qu'il ferait mieux d'aller chercher auprès d'une maison des sports, etc. Ils vont chercher vraiment un appui. Eh bien non, ils font appel à un entourage, une association, etc. Mais à partir du moment où on aura été plus clair sur la définition de l'activité, à ce moment-là, on pourra bien, je dirais, trouver les modes adaptés. Voilà, je suis au bout. Je suis désolé d'avoir été un petit peu trop bavard, mais il ne faut pas trop me laisser la parole quelquefois. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie de nous avoir livré du coup votre point de vue sur cette question d'importance. On va passer du coup au dernier temps d'échange. Donc, Monsieur Nino, je vous laisse la modération et on a des questions qui arrivent. Donc, je vous remercie. Moi, j'aimerais saluer Michel Noguès pour son expertise, son expérience et sa sagesse. Je crois que lorsque, en 2003, on avait créé avec Jean-Marc Barbin cette JAPA, et je félicite au passage les étudiants pour organiser de cette façon-là, et en particulier dans des conditions quasiment de studio de télévision, vraiment, c'est un boulot remarquable. Mais je voulais dire à quel point on a pendant 40 ans travaillé à la recherche à montrer à quel point les activités physiques adaptées étaient bénéfiques pour la santé, pour la qualité de vie, pour l'autonomie, pour la longévité. C'était un travail considérable à faire. Et en fait, on est resté un peu dans notre bulle en étant convaincu que ça ne pouvait que fonctionner, ça ne pouvait être que remboursé. Et sans les échanges avec des experts de l'assurance maladie et de la vision potentiellement économique, politique, sociopolitique, etc., bah finalement, on passe à côté, on peut être convaincu. Et peut-être ceux qui nous écoutent, qui viennent de l'activité physique adaptée, sont convaincus. Mais c'est parce qu'on est convaincu que ça suffit à ce que ça se mette en place. Et que sans ces discussions, sans ces réflexions, j'ai simplement découvert, et je pense que vous l'avez peut-être vécu à travers la Covid, que la science dit des choses, et qu'ensuite il y a de la décision publique, et que cette décision publique, le décideur public, et on le constate en ce moment pour ce troisième confinement, qu'il y a des discours scientifiques aujourd'hui avérés sur l'activité physique. La question c'est comment on le met en musique, et c'est plus à nous, ni universitaires, ni scientifiques, ni même parce qu'il y a quasiment des liens d'intérêt, à ce que ça se mette en œuvre. Et là tout d'un coup on découvre un monde, et moi je remercie Michel infiniment pour les collaborations qu'on a depuis un moment, en disant mais de la théorie à la pratique, eh bien, il y a un État, il y a une société, il y a des couches européennes, il y a des couches régionales, des couches territoriales, locales, etc. Et que pour que ça se mette en musique, il faut peut-être penser qu'aujourd'hui, c'est plus l'époque de l'assurance maladie telle qu'elle a été créée et conçue par De Gaulle en disant on va répondre à un problème, une solution. Non, il y a de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de malades chroniques. Et le modèle qui était un problème, une solution, c'était le siècle dernier, le millénaire dernier. Et aujourd'hui, Michel nous ouvre comme ça dans cette solution de complexité, en gros, parce qu'il y a des problèmes complexes, les solutions sont multiples. Et donc, est-ce que l'avenir, c'est effectivement de cette organisation multiple et de cette modalité peut-être de multiplicité des financements? Mais est-ce qu'on ne va pas vous reprocher de notre côté de faire de l'inégalité sociale parce que les plus malins iront chercher les bonnes formules et finalement les gens les plus précaires, les plus en difficulté ou les plus reculés territorialement ou autres vont être en difficulté? Comment imaginer des instances de régulation pour éviter qu'on crée ou on génère trop d'inégalités sociales?
Inévitablement, on peut créer des inégalités, mais ce qu'il faut espérer, et c'est pour ça que j'ai tout compte fait, c'est pour ça que aussi je suis ici, je explique, voilà, ma démarche, c'est qu'il faut expliquer. Et merci Grégory de le reconnaître et merci de ta confiance. Je crois qu'il faut expliquer comment fonctionnent les financements publics et quelles peuvent être les réticences, de savoir ces notions-là pour que chacun de nous ensuite, dans nos activités, dans nos actions, on puisse aller donc rechercher la bonne solution. Effectivement, tu as bien dit, Grégory. On est resté, moi je l'ai vu, très longtemps dans des positions attentistes. On créait une idée, on disait mon idée elle est bonne, je ne vois pas pourquoi demain l'assurance maladie elle ne me donnerait pas les 4 sous que j'ai besoin. C'est plus tout à fait ça. Aujourd'hui, il faut partir du principe que les financements existent, encore faut-il les mobiliser, c'est ce que je dis souvent. Il faut savoir aller les chercher, les mobiliser. Après, si on regarde dans les autres pays, comment ils ont fait, parce que bon, on a tous les exemples, mais en fait, il y a toujours un organe qui va réguler. Tout à l'heure, j'évoquais le Canada, ce sont ces centres, ces CLSS, qui régulent. C'est eux qui vont apporter la base pour permettre à des actions, aux populations les plus précaires, etc., de bénéficier, on va carrément dire, de l'activité physique adaptée. Mais après les autres, eh ben, ils vont rentrer dans des systèmes ou assurantiels, ou comme j'évoquais, ou la fiscalité, puisque là-bas, c'est la fiscalité qui marche beaucoup. C'est la même chose aux États-Unis, où vous avez, dans le cadre des financements de protection sociale de base, même y compris dans l'Obamacare, c'est-à-dire que dans chaque plan de pré-santé payé, vous avez effectivement la possibilité de recourir à ce que nous appelons des INM. C'est possible. Mais il y a une limitation surtout, ce que nous ne pensons jamais. Nous, quand on pense sécurité sociale, mais il ne vient pas l'idée, moi je suis surpris à chaque fois que je dis, mais on est le seul au pays du monde où vous n'avez pas un plafond. Dans tous les autres pays, enfin, j'exagère, c'est des effets un peu, c'est pas tous les pays, mais vous avez des plafonds. Vous avez des plafonds de financement, comme vous avez votre assurance. Alors bien sûr, on est effaré parce que ça fait des millions, les plafonds, d'accord. Mais nous, on n'en a pas, on n'a aucun plafond. Il faut bien comprendre ça. Donc aux États-Unis, vous avez des plans prépayés où effectivement, on a des INM, mais avec des plafonds. Et je crois que c'est cette logique. Mon côté est un petit peu, pardonnez-moi, voudrait être pédagogique. C'est de dire, si vous ne dites pas à votre financeur, voilà la limite de mon financement, ben, il ne va pas vous écouter. Très bien. Alors on a 2 questions qui nous arrivent. D'abord, on a Fanny Barral qui nous dit « Que répondre à un patient qui nous questionne « Quel est l'intérêt de prescrire s'il n'y a pas de prise en charge financière ?» Je ne vais pas répondre tout seul. Prescrire. Ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Prescrire, ça veut dire financer. Non. Prescrire, c'est donner du sens, de l'utilité, etc. Quand le médecin à son patient, il prescrit, il lui dit tout simplement, monsieur, madame, vous auriez besoin de cette activité parce que c'est bien pour votre santé. Et c'est cela qui est important. Vous, en venant chez moi, vous rentrez dans un parcours de santé, en venant me voir, vous rentrez dans un parcours, moi, je vous donne ce conseil. Mais nous, dans notre esprit, on associe toujours ça, comme je disais tout à l'heure, assurance maladie. Non. Deuxième temps, effectivement, après, ben, voilà, il faudra trouver des solutions pour l'assurance maladie. Effectivement, je reconnais. On est dans le reste à charge. Alors, ce qui est troublant, c'est qu'effectivement, mais parce qu'il y a le souci de l'État de bien vouloir définir des cas, on a dit dans un premier temps, ah, attention, on ne peut prescrire que pour les ALD. Alors, bien sûr, les gens ne comprennent pas. Là, je comprends que la question, elle est complète. ALD veut dire quoi? Affection de longue durée, prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Alors, je suis en ALD, moi, j'ai mon 100%, et puis on me prescrit quelque chose et j'ai rien. Je comprends qu'il y ait une grande confusion. Après, on dit, là, maintenant, on va ouvrir aux maladies, c'est dans la loi santé, la loi sport, pardon. On va dire, maintenant, ça va être élargi aux maladies chroniques, etc. Mais c'est pareil, maladies chroniques, maladies chroniques.
Je crois qu'il faut arriver de faire cet amalgame entre prescription, qui veut dire donner du sens à un parcours santé, à une action de santé, et un modèle économique qui est tout autre et qui, effectivement, il y a plusieurs modèles économiques. Ok, très bien. Ouais, Je vous laisse c'est un réagir. vrai contresens, et tu as raison Michel de le souligner, de ce décret du 30 décembre 2016. Alors il est vrai que ça avait été lancé préalablement par Valérie Fournéron, ancienne ministre des Sports, et le mot ALD n'est pas arrivé par hasard, c'est que derrière le mot affection de longue durée, il y aurait pu avoir une prise en charge assurance maladie. Manque de peau, et c'est marqué noir sur blanc, tant sur le décret que sur l'instruction, que l'assurance maladie ne prend en charge absolument rien du tout. Mais, et moi, on m'appelle régulièrement, d'une part parce qu'on comprend, l'éducateur sportif ne comprend pas qui peut faire quoi à travers le décret, mais au-delà de ça, parfois, on me demande, l'éducateur sportif, ou même le patient, qu'est-ce qui peut être pris en charge. Cette notion d'ALD entraîne beaucoup de confusion. Alors, ça va être ouvert aux maladies chroniques, et c'est une excellente chose. Mais c'est vrai, tu as raison, la notion de prescrire, c'est donner du sens à quelque chose et pas nécessairement renvoyer à une prise en charge d'assurance maladie, mais c'est assez français parce que depuis 1945, on est dans ce système-là aussi. Très bien. Merci pour vos échanges. Donc, on a une question de Emeric Morozek. Donc, pourquoi refuse-t-on toujours une prise en charge financière des activités physiques et sportives alors que les bénéfices sur la santé sont reconnus et avérés? Oui, mais là aussi, je ne peux pas être seul à répondre à ce type de questions. C'est tout le sujet des INM, des interventions non médicamenteuses. Et c'est l'action que mène Grégory, parce qu'il faut faire au préalable, bien sûr, la démonstration scientifique que l'action est bénéfique, qu'elle s'inscrit dans un parcours de santé. C'est pour ça que notre action aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut avoir une normalisation, une reconnaissance normée en fait d'un parcours qui soit là derrière utile de qualité d'un parcours. Donc ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut avoir, si vous voulez, plus de poids pour faire reconnaître effectivement des financements ou des possibilités, je dirais, d'aides diverses, etc. Le sujet est complexe. On est tous convaincus, comme je le disais. Je crois que de là, il n'y a personne qui n'est pas convaincu. Mais il faudra bien aussi distinguer à un moment donné de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Et puis surtout, derrière encore, il ne faut pas me répéter, de mettre un modèle économique qui soit correct, qui soit compatible avec l'action. Et jusqu'ici, mais c'est en autocritique que je dis ça, jusqu'ici on ne fait pas. On dit ah oui, c'est bien, vous savez. Voilà, moi j'ai pendant longtemps promu un certain nombre d'activités chez les personnes âgées pour rompre l'isolement, etc. Mais voilà, mais jusqu'où? Là encore, il y a une vraie confusion dans le terme sport santé qui est très élargi. Moi je le vois beaucoup avec le milieu sportif. Le sport santé est vu, c'est du sport santé à partir du moment où, dans nos séances, on a un public malade chronique. Ce n'est pas tant le contenu de la séance qui fait du sport santé, alors que pour moi, c'est le premier angle d'attaque, et ce n'est pas le public. Le public, il peut venir faire du loisir, de la compétition, à des fins de santé, à des fins sociales, etc. Et donc, et je rejoins Michel, et donc de fait, si l'assurance maladie, s'il y a une prise en charge de l'État-providence, quelque part, elle ne peut être, à partir du moment où on est dans un registre de la santé, que si elle se veut être thérapeutique. Et donc là, on rejoint les TNM, les interventions non médicamenteuses. Donc le sport santé, c'est une grande famille, quelque part. On peut y mettre, d'ailleurs, on parle de sport santé bien-être, le plan régional, la stratégie nationale sport santé. On y met plein de choses et il y a une grande confusion dans ce que l'on fait réellement sur le terrain. Il y a le côté thérapeutique et que si à un moment donné, l'État, via l'assurance maladie, finance, bon, j'y trouve du sens, il n'y a aucun problème, au même titre qu'un médicament, il n'y a aucun acte chirurgical, il n'y a aucun problème. Mais ça, aujourd'hui, le côté thérapeutique, pour moi, sur le terrain, de ce que je vois, c'est vraiment epsilon, on peut le dire, Grégory. Epsilon est dépassé désormais par l'Institut d'Hébré d'épidémiologie de santé publique de Montpellier. Merci de faire ce lien-là. Plus sérieusement, je pense que le sujet, il est bien là. Il est bien là
d'une clarification de pratiques socioculturelles sur lesquelles on échange et on se fait plaisir et ainsi de suite, ou même de santé publique, de bouger plus. Est-ce que je vais être remboursé pour marcher tous les jours? Non, évidemment. C'est une activité culturelle et sur laquelle cette activité culturelle doit en rester là. Et clairement, on n'est pas dans des modèles potentiellement de remboursement de quoi que ce soit. Est-ce que je vais être payé pour respirer ou manger? On arriverait à une absurdité sociale totale. Et cette frontière que décrit Michel, qui est essentielle en disant, là tout d'un coup, vous avez un diagnostic, vous êtes malade, et maintenant, quelles vont être les modalités à mettre en place et quelles pratiques on va pouvoir vous proposer, rembourser, indemniser, etc., dont il faut qu'on discute, et des choses qui resteront activités culturelles, c'est un élément important, c'est peut-être bientôt la fin, mais tout le sujet, il est là, il est central, parce qu'il impose aussi de la responsabilité des usagers, tout d'un coup, du mot anglais que j'espère tout le monde connaît, mais empowerment, et de responsabilité de chacun vis-à-vis de sa propre santé, et en disant, finalement, l'État-providence, c'était longtemps avant, c'est terminé. On est dans des gâteaux, entre guillemets, ou un gâteau à partager sur lequel il faut trouver les bonnes modalités. Et tu le dis très bien, Olivier, ce besoin de clarification, il est maintenant. Voilà, là, je suis dans une position culturelle. Je vais m'amuser à faire de la pétanque avec des amis et ainsi de suite. On est bien en train de s'amuser et de faire un divertissement, une activité culturelle. Comment, Michel, aller plus loin demain dans cette normalisation, dans cette qualification, parce que peut-être qu'effectivement, il y a des programmes d'activité physique qui sont compatibles et sur lesquels, à la fin, c'est la décision du patient de dire moi, je veux celui-là ou celui-là. Comment on s'organise? Parce qu'effectivement, on est encore pour l'instant beaucoup dans la confusion et probablement que dans les années qui viennent, il y aura une clarification nécessaire. Mais la démarche a été faite, là je ne parle que pour la partie économique et assurance maladie, la démarche s'est faite dans le temps, hein, que ce soit l'acte médical au premier sens du terme, que ce soit l'acte chirurgical ou autre, on avait une définition bien précise, et puis on avait effet-bénéfice, enfin, on sait exactement. Et donc aujourd'hui, la transition des INM, elle doit se faire. Il faut absolument rentrer dans ce qu'on appelle du côté de l'assurance maladie et de la santé, la certification, c'est-à-dire le triptyque. Hein, on certifie une action, quelqu'un qui le fait et la façon dont on la gère dans un parcours ou autre. Il faut bien penser à ça. Et je crois que le virage important aujourd'hui, c'est de se rendre compte que si on n'apporte pas dans nos modèles, encore une fois, pour amener à un modèle économique, si on n'apporte pas ces trois dimensions, je ne vois pas comment convaincre d'une façon générale les financeurs, les institutionnels. C'est ça qui est important. Hein, c'est ce virage que l'on doit prendre au travers de la notion de certification, de normalisation, pour faire que les actions puissent être reconnues dans le domaine de la santé. Hein. Grégory l'a bien dit, hein, on est passé d'un état providence où tout le monde attend, et puis maintenant, il faut passer dans un état pertinence. Voilà. Et est-ce que ça peut se faire? Est-ce que le médico-social, par exemple, a pu le faire en disant, on se souvenait il y a 20 ans, c'est impossible de réguler en disant que finalement la relation soigne, et beaucoup de personnes vont dire c'est uniquement une histoire de relation et ça suffit à soigner. On a vu est-ce qu'il y a eu des évolutions en la matière? La santé, avec la sécurité sociale, s'est trouvée a eu des financements selon des modèles à partir de 1945, hein, et le médico-social est resté très longtemps, il était pratiquement inexistant. Il a fallu 1975, et donc avec un député de notre région qui effectivement a promu une loi qui a créé aussi de la dichotomie, etc., mais qui avait le mérite d'exister. Et c'est qu'à partir du moment où on a eu cette reconnaissance qui, effectivement, à l'époque, en 1975, a donné des limites à ce que c'était que l'action médico-sociale, qu'après on est rentré dans des financements. Avant, c'était par exception qu'on finançait des actions médico-sociales. Et puis, autre étape dans le temps, pour le financement d'actions plus complexes,
c'est-à-dire en rentrant dans le cadre d'un parcours, d'un établissement, on a parlé de certification. Et la certification dans le médico-social a suivi beaucoup plus tardivement et a permis aujourd'hui ce déploiement que l'on connaît dans le médico-social. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, exactement pareil. Le médico-social aujourd'hui, moi je le vois effectivement comme avec des finances. Bon, bien sûr, hein, on a toujours des parties de population, de handicap qui ont besoin de financement. Mais aujourd'hui, je crois que dans notre pays, on ne peut être que fiers des dispositifs dans le domaine du médico-social au sens plein du terme qui ont été mis en place. Très bien, on va finir là-dessus. Si vous voulez juste réagir rapidement. Oui, très rapidement, peut-être 3 pistes assez importantes peut-être pour les maisons sport santé. Michel, tu as parlé tout à l'heure de l'article 51. Donc c'est quelque chose qui, du moins dans l'activité physique, a été lancé par l'association Azur Sport Santé, qui est sur les Alpes-Maritimes, Stéphane Diagana, coordonné par le docteur Alain Fuchs, qui est ancien de la RSI et aujourd'hui l'assurance maladie, avec qui je suis en contact, d'ailleurs j'étais avec lui hier, et 5 expérimentations, 5 régions, dont l'Occitanie, et j'espère que ça va faire tâche d'encre et que les maisons sport santé vont pouvoir utiliser l'article 51 avec des financements d'assurance maladie. Sur le cancer, et les textes viennent de sortir, 180 € en termes de bilan, à la fois psychologique, activité physique et diététique. Les maisons sport santé, alors c'est prévu assez hospitalier, mais les maisons sport santé pourraient éventuellement se positionner. Et puis, tu parlais enfin des collectivités territoriales. Je dois avouer, depuis les dernières élections, ça a commencé il y a déjà en 2014, mais l'année dernière, moi je travaille beaucoup avec le label Vivre et Bouger, avec beaucoup de collectivités Occitanie. De plus en plus, ces collectivités mettent dans leur programme politique le sport santé. Et d'ailleurs, certaines maisons sport santé sont des maisons sport santé de collectivités territoriales. Donc voilà des pistes, je dirais, très pratiques à venir et très prochaines. Très bien, je vous remercie à tous pour ce débat qui était très intéressant pour terminer. Donc, il a permis de faire émerger certaines pistes de développement autour de l'APA. Donc pour clore cette matinée, c'est pour moi le moment de remercier toutes les personnes, tous les acteurs et les partenaires de cette 19e JAPA. Donc tout d'abord, un grand merci à vous, messieurs, qui m'avez accompagné, ainsi que Rémi sur cette matinée. Donc messieurs les conférenciers, Olivier Coste, Christophe Martinez et Michel Nogues. Merci pour la qualité de vos interventions. Et un grand merci particulier à monsieur Grégory Nino, vous nous avez accompagnés et on vous remercie pour cette participation. Bien entendu, il nous faut aussi remercier toutes les personnes tous ceux qui ont permis que cet événement ait lieu. Donc je tiens ici à citer l'Université de Montpellier, notre UFR STAPS de Montpellier, ainsi que les enseignants du département APA qui nous ont suivis dans nos initiatives depuis le début, avec une pensée particulière à Jean-Marc Barbin. Nous remercions aussi l'association PromAPA, donc l'association qui représente les étudiants de la filière APAS de Montpellier. Nous remercions aussi 34K, donc l'entreprise de production audiovisuelle qui nous a suivis malgré la situation sanitaire actuelle et de retransmettre du coup ces directs, ces conférences et d'être en ce moment même donc face à vous. Un immense merci. Nous remercions Harmonie Mutuelle Languedoc-Roussillon pour leur soutien financier, ainsi que les éditions Malouane et Aquafeedback pour les dons pour nos jeux concours sur les réseaux sociaux. Et nous remercions également Pumpkin pour la création de notre cagnotte participative en ligne. Nous souhaitons aussi remercier tous les étudiants du master donc M1 et M2 RAPA et GESAPA qui se sont investis dans l'organisation de cette JAPA. Et particulièrement l'équipe projet qui a énormément travaillé pour faire en sorte que cette matinée soit la plus instructive, dynamique et réussie possible. Donc on espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. Enfin, le moment est venu de vous annoncer les gagnants du jeu concours qui a eu lieu sur nos réseaux sociaux. Donc il y a eu 3 lots. Pour le premier lot, ce sont les 10 prescriptions en activité physique, donc livre écrit par des Chapelot, Anne-Marie Foucault et M. Vergniaud. Donc les gagnants sont Laura Réby et Colline Aymar. Félicitations. Le second lot est l'expertise collective de l'INSERM Activité physique, donc contexte et effet sur la santé, remporté par Colline Lecomte et Mallory Second. Et enfin, le troisième lot, le dernier, c'est le guide professionnel des INM de Grégory Nino, merci à vous, qui revient à Noémie Gégaud et Morgane Repka. Donc merci à tous ceux qui ont participé sur nos réseaux et félicitations aux gagnants.
Avant de nous quitter, nous vous donnons rendez-vous cet après-midi à partir de 15 h pour notre salon virtuel. Donc nous vous invitons à vous rendre sur le site de la JAPA, dont le lien figure dans la description de cette vidéo YouTube. On espère vous retrouver nombreux. Si jamais vous avez d'autres questions à poser, on sera là pour ça. Encore un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et d'avoir réagi. On vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.